compris salariés, pas simplement les chômeurs, hein, des générations issues des dernières migrations, notamment des migrations d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Or, ces générations-là, elles subissent une double domination, exploitation, ségrégation, discrimination, appelons-le comme vous voulez. Elles subissent une ségrégation d'ordre social, le manque d'emploi, l'échec scolaire, l'accès aux droits, etc. Tout le monde est logé à la même enseigne de ce point de vue-là. Mais elles subissent une deuxième ségrégation. Et cette ségrégation, elle prend les allures d'une discrimination raciste, d'une discrimination xénophobe. Parce que vous vous appelez Mohamed, ou parce que vous vous appelez Mamadou, ou parce que vous vous appelez Leïla, ou parce que vous vous appelez ce que vous voulez, en tout cas avec des prénoms bien caractéristiques, ou parce que vous avez un faciès, vous subissez une deuxième ségrégation. Et vous êtes logé à ce que j'appelle la double peine. Voilà, c'est la double peine. Et donc, cette question-là, il faut qu'on la prenne comme telle. Il faut qu'on mène le combat général pour solidariser tout le monde autour du combat social, pour aller vite. Et en même temps, il faut qu'on soit intransigeant sur la question de la lutte antiraciste et la lutte contre les discriminations. Voilà. Je crois que c'est une richesse. Très honnêtement, le camarade qui a parlé de son grand-père italien, et pourquoi les Italiens étaient une richesse quand ils sont arrivés en France, et pourquoi les Maghrébins ne sont pas une richesse? C'est la même chose. C'est le même raisonnement, entre parenthèses, que sur la question du travail. La droite, libérale ou populiste, nous assène que le travail c'est un coût. Et nous disons non. Le travail est créateur de richesse. Il est quoi ici? Il est venu travailler. Donc Marine Le Pen dit que l'immigration est cause de la crise. C'est faux. L'immigration n'est pas la cause de la crise. Je vais vous donner deux petits arguments, et pas plus. D'abord, la Grèce, c'est le pays qui subit le plus la crise des politiques austéritaires en Europe. Ce n'est pas un pays d'immigration. Il n'y a pas d'immigrés en Grèce. Donc c'est pas possible. Comment la Grèce peut-elle être à ce niveau-là de crise sans immigrés? Donc si on applique le raisonnement de Marine Le Pen, ça ne marche pas. Deuxième pays, la Suisse. On est en plein emploi. 3% de chômage, c'est le taux que les économistes donnent du renouvellement du marché du travail. Il n'y a pas de crise, ni en Suisse ni au Danemark. Et la Suisse, c'est pas un pays d'immigration? Souvenez-vous des films d'Hétéroscola, souvenez-vous de tas de choses. Mais les Français sont des frontaliers, ils sont considérés comme des immigrés par les Suisses. Allez en Suisse et vous y verrez les immigrés, et vous les voyez. La Suisse ne connaît pas la crise, et c'est un pays d'immigration. Et là, on a un chiffre officiel, 2009, c'est la dernière fois qu'on a fait ce calcul-là. Mais je pense qu'il n'a pas beaucoup bougé. Les étrangers en France, je ne parle pas des immigrés, parce que les immigrés, au passage, ils sont français. Français. Les étrangers ont payé 60 milliards en cotisations sociales, ils ont reçu 48 milliards en prestations. C'est à peu près le chiffre qui se renouvelle tous les ans. Dire que la présence des étrangers en France rapporte à l'État 12 milliards sur le dernier chiffre connu. Est-ce qu'un jour on va le dire à Marine Le Pen pour qu'elle cesse de nous affirmer des choses qui sont fausses? Si vous ajoutez les richesses créées par ces travailleurs, les richesses créées par le travail, voilà, par le travail. Si vous ajoutez l'apport culturel de ces populations, il paraît que le plat le plus mangé en France aujourd'hui, c'est le couscous. Ça vient d'où, ça? C'est comme dans ma ville, tout le monde sait que la pizza à Marseille date de 1920, de l'arrivée des Napolitains. Voilà. Parce qu'au 19e siècle, c'était les Italiens du Nord. Les Italiens du Nord, ils ne savaient pas faire la pizza. Au passage, ces fameux travailleurs étrangers qui sont venus, la masse de fric que ça a permis aux armateurs de gagner. Hein. On ne voit pas, par exemple, aussi que ces travailleurs-là,
eh bien, leurs enfants aujourd'hui, ils marquent le paysage social, culturel, intellectuel, sportif. Et je ne vous parle pas du slam, et je ne vous parle pas du rap, et je ne vous parle pas de la production culturelle nationale qui est profondément marquée par ça. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on arrête. Qui c'est qui disait tout à l'heure? Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, il faut arrêter d'avoir peur. Mais je crois que c'est le copain d'Ayange qui disait ça tout à l'heure. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Et il faut qu'on reparte à l'offensive et qu'on n'ait pas peur d'avancer, de lui dire non, vous mentez, voilà, vous mentez, et voilà pourquoi. Dernière chose, et je m'arrête, les salaires. Le projet de Marine Le Pen. D'abord, Marine Le Pen ne demande pas l'augmentation du SMIC. C'est une tromperie. Elle n'a jamais demandé l'augmentation du SMIC. Elle a proposé d'augmenter les salaires sur une somme forfaitaire qui serait prise, tenez-vous bien, sur une augmentation des cotisations sociales à la Sécu. C'est-à-dire qu'elle fait payer aux Français le truc. C'est une escroquerie intellectuelle. C'est une véritable escroquerie. Les communistes, le Front de gauche, les écologistes également, réclament aujourd'hui un SMIC qui serait au-dessus de 1 500 € par mois, minimum. Nous proposons 1 700. Voilà. Nous, on calcule, on estime. Voilà. Et tout le monde sait, c'est pas vous qui, dont beaucoup travaillez, être frontaliers et qui connaissent les salaires au Luxembourg et en Allemagne, à qui je vais expliquer que globalement les salaires en France sont trop bas. Dernière chose, Marine Le Pen, elle a craché son venin contre tous les syndicats qui ont mené le mouvement sur les retraites. Voilà. Alors aujourd'hui, elle prétend qu'elle est pour la retraite à 60 ans. Je n'y crois pas une seconde. Elle a mené un combat contre cette affaire-là. Elle essaye aujourd'hui de se rattraper d'une manière ou d'une autre. Mais alors c'est vrai, on a un petit problème. On oppose à Marine Le Pen des libéraux. Et ils ont voilà, c'est pas eux qui vont expliquer à Marine Le Pen que ce qu'elle dit c'est un véritable scandale politique et que voilà, ils sont dans une logique aujourd'hui où en fait ça leur plaît bien d'avoir comme adversaire Marine Le Pen. Ça leur plaît bien et ils seront ravis si 2017 ça se règle entre les libéraux et les populistes. Non, c'est Corinne. Moi j'aurais bien voulu prendre la parole après le monsieur qui a parlé sur la ville d'Ayange. Il parlait de communication. Alors la communication sur la ville d'Ayange a été inexistante. Je vais bien le dire et je le redis. Donc voilà, il est très important d'avoir une communication avant les élections. Je tiens aussi à dire que dans une commune, quelle qu'elle soit, le maire, c'est quand même lui le chef de la ville. Partie de l'équipe de la bataille politique qui a débarrassé Maigret les vitrolles des époux Maigret. Donc c'est un combat qui n'est pas pour moi qu'un combat intellectuel où j'écris des bouquins, c'est un combat politique que j'ai mené et qui me tient à cœur et je pense que j'ai d'ailleurs pour les camarades communistes, je vous annonce une bonne nouvelle. Une prochaine session du Conseil national du parti au mois de décembre, je crois que c'est même le 12 et le 13, on m'a dit hier, une des séances de ce Conseil national sera consacrée à la lutte contre l'extrême droite et contre le FN. C'est une décision du dernier Conseil national et je pense que c'est un enjeu très important. Je répète, je ne crois ni à la stratégie du Front républicain, qui est une forme, un avatar de la collaboration de classe, et qui ne marche pas. Parce qu'on ne combat pas aujourd'hui la droite en défendant la politique, par exemple, menée par le gouvernement actuel. Voilà. Je ne sais pas sur quelle base politique on pourrait constituer aujourd'hui un front républicain contre l'extrême droite, quand on sait, au passage, Roger, j'ai regardé de très près les sénatoriales, ils avaient 1000 élus, 1000 grands électeurs au sortir des municipales et ils ont eu plus de 4000 voix. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a une masse d'élus locaux de droite non inscrits ou voire UMP qui ont voté pour eux. Donc on est dans un processus de recomposition politique. Voilà.
Et cette recomposition politique, elle ne marchera pas sur une logique de front républicain. Elle ne marchera pas plus, et de ce point de vue-là, je te rejoins, dans une stratégie front contre front. Voilà. Je n'y crois pas. Je pense qu'on n'a pas fait une excellente chose dans l'affaire d'Hénin-Beaumont. Ah, je le dis avec d'autant plus, d'humilité que quand on m'a posé la question à l'époque, notamment les camarades de la Fédération du Pas-de-Calais, Hervé Poli, qui était candidat d'ailleurs au passage, qui est devenu suppléant alors qu'il était le candidat. Voilà. Je pensais que c'était pas inintéressant, mais je pensais qu'on allait être capable de mener à Hénin-Beaumont une bataille politique globalement à la fois les politiques libérales et les politiques. On s'est laissé enfermer dans une logique front contre front, et je pense que c'était pas bon. Voilà, je pense que c'était pas bon. Je n'ai pas dit que la référence à l'histoire n'est pas importante. Je n'ai pas dit ça. Il y a des similitudes, bien évidemment qu'il y a des similitudes. Mais le fascisme, c'est le fascisme. Il était adapté à une situation nationale précise. Le nazisme, c'est le nazisme. Mais il y a aussi... Mais ce que je veux dire, moi, c'est pas qu'il faut oublier l'histoire, il faut continuer d'enseigner l'histoire et il faut continuer de la transmettre. Mais la situation d'aujourd'hui, elle est spécifique, elle est tirée, elle fait référence à des contradictions d'aujourd'hui. Le projet politique de Marine Le Pen est très lié à un projet européen, à une évolution de la droite. Et il faut qu'on se batte sur les enjeux d'aujourd'hui, sur ce qu'elle dit. Pied à pied, il ne faut rien lui céder, il faut reprendre l'offensive contre ce qu'elle dit, mais en étant convaincu qu'il faut faire aujourd'hui, avec la créativité qui est la nôtre, ce que nos aînés ont fait dans les années 30, avec la créativité qui était la leur, face au réel qui était né. La logique aujourd'hui de recomposition politique est une logique contre laquelle il va falloir s'affronter très fortement. Et effectivement, les choses sont compliquées. J'entends ce que tu dis à propos de ta ville et des échos qui te viennent. Nous connaissons tous des électeurs communistes qui ont été votés Front National, nous connaissons tous Je suis plus inquiet d'ailleurs aujourd'hui d'une petite frange de l'ancien électorat socialiste qui est en train tout doucement de cheminer vers le FN. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que globalement, quand même, de manière prévalente, majoritaire, l'électorat qui a gonflé le Front National depuis une quinzaine d'années, c'est un électorat qui vient de la déliquescence et de la crise de la droite classique ou républicaine française. N'accepte pas les thèses d'un sociologue qui se prétend un très grand expert et qui vient vous asséner les choses comme il l'a fait encore lundi soir, qui s'appelle Pascal Perrineau, et qui nous a dit des choses fausses. Dans les années 80, le déclin du Parti communiste a profité au Parti socialiste. Voilà. Où il a profité à l'abstention. Aujourd'hui, le déclin du PS, l'implosion du PS est en train de gonfler les rangs d'un peuple de gauche en déshérence. Et nous, il faut qu'on s'attache à cette affaire-là. Moi, je ne dis pas qu'il faut combattre les thèses de Marine Le Pen parce qu'il faut à tout prix aller discuter avec ceux qui votent. Mais je pense qu'il faut se battre contre ce que dit Marine Le Pen parce qu'il faut qu'on redonne du contenu, de la conscience de classe au peuple de gauche et qu'on lui redonne les moyens d'espérer. C'est ça le fond de la question. On se bat contre la droite, on se bat contre les libéraux et contre les populistes parce qu'il nous faut reconstruire quelque chose. Et cette reconstruction, elle passe forcément par le projet. Oui, tout est compliqué. Moi, je partage l'idée que le problème n'est pas ni de matraquer le PS, ni de je ne sais pas quoi. Il est évident qu'il faut mener très fortement la critique de la politique gouvernementale. C'est évident. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est comment fait-on pour reconstruire une alternative, comment fait-on pour rassembler autour de cette alternative, comment fait-on pour créer les conditions d'un projet crédible qui s'oppose aux politiques menées aujourd'hui et qui s'oppose bien évidemment en même temps à cette alternative que l'on appelle national-populiste parce qu'elle serait encore plus dangereuse que l'actuelle. Ça, c'est la question clé à laquelle
non seulement les communistes, mais s'il n'y avait que les communistes, toutes les forces de gauche sont confrontées aujourd'hui. Et c'est ça le grand enjeu auquel on est confronté. C'est en éclairant l'avenir qu'on se garde de la barbarie. Voilà. Et c'est aujourd'hui, la barbarie, c'est les politiques libérales, parce que le chômage et la précarité, c'est de la barbarie. Et la barbarie, c'est le racisme, c'est la xénophobie, c'est le populisme, c'est l'autoritarisme, c'est tout ça. Voilà. Mais c'est en éclairant l'avenir. C'est en éclairant l'avenir. Voilà. Aragon, il termine un roman très célèbre de sa truc qui s'appelle La Semaine Sainte. Et il termine par une phrase simple, il dit « C'est drôle comme les choses sont plus faciles avec le soleil ». C'est une métaphore magnifique. Hein. C'est une métaphore littéraire, mais c'est une métaphore magnifique. Le soleil, c'est le projet. Merci d'abord de votre présence. Je vais donner juste quelques informations du point de vue de l'activité militante. Je ne me permettrai pas de faire la synthèse de ce débat. Je rappelle qu'il y a à votre disposition le livre d'Alain. Il y a également d'autres livres politiques à votre disposition. Je rappelle que nous avons décidé d'une campagne coordonnée d'affichage dans le département. Je pense qu'il faut retenir quand même... Moi, je retiens 3 idées quand même dans le débat. Le premier débat, c'est la nécessité de faire des actes concrets de solidarité. Le fait aussi, et là j'aime bien l'expression de Jean-Luc, il faut mettre du rêve dans notre acte, je crois que ça c'est important, on va s'y atteler. Je rappelle qu'il y a des sandwichs et des boissons à votre disposition, que pour les nouveaux adhérents, leur carte est à votre disposition, et également que les prélèvements automatiques pour les nouveaux adhérents sont aussi à votre disposition. Donc là c'est quoi? C'est le pigeon déchaîné. C'est la lettre de l'association d'Ayange. D'accord, oui. Ben, on va l'envoyer, on va la récupérer par mail, on le fera parvenir au moins aux camarades de la vallée de la Fench. À tout le monde, bien sûr. Parmi les prochains rendez-vous militants sur la question de l'emploi, je rappelle que le PCF a organisé au mois de novembre une conférence nationale sur l'industrie. Nous avons décidé de la décliner par 2 initiatives locales, l'une à Saint-Avold et l'autre à Florange. Donc voilà, merci à tous de votre participation. Et nous avons besoin de faire plus de politique. Et pour ceux et celles qui sont encore pas membres du PCF ce soir, nous avons aussi des bulletins d'adhésion à votre disposition. Voilà. À bientôt tout le monde. Hein.